quelles sont les conditions de coopération, comment la compétition ou la coopération peuvent se gérer dans un espace scolaire avec des enjeux éducatifs. Donc on te remercie d'être venu. C'est à toi. Merci Eric déjà de m'avoir invité à ces boussoles. Alors, je vais commencer par raconter un peu ma vie professionnelle. Alors, non pas qu'elle soit particulièrement extraordinaire, mais parce qu'elle permet de comprendre un peu mon cheminement vers justement cette problématique de la coopération à l'école. Donc, je vais résumer un peu ce parcours à travers trois étapes. Avant d'être recruté comme maître de conférence donc à l'INSPE de Lille, j'ai été une dizaine d'années professeur d'EPS, donc en collège et en lycée. Et cette problématique de la coopération, elle est pour le coup extrêmement présente lorsqu'on enseigne l'EPS, notamment par le biais de l'enseignement des jeux et sports collectifs, qui ont une place importante à la fois dans les programmes, mais aussi dans la mise en pratique. Et puis également, la coopération, elle est extrêmement présente dans d'autres APSA, d'autres activités physiques, sportives et artistiques, comme l'acrosport, l'escalade, notamment dans cette relation assureur-grimpeur, ou la course d'orientation. Donc, durant ma pratique d'enseignant, j'ai observé, pour le coup, la place et l'impact que la coopération pouvait avoir sur les élèves, notamment en termes d'habilité sociale, tout ce qui est communication, solidarité, mais plus globalement sur leur investissement, sur leur motivation et même dans leur réussite éducative. Alors, rien de nouveau, me diriez-vous, il est bien gentil, Thibaut Hébert, mais en fait, ce qu'il a constaté avec ses élèves, c'est ni plus ni moins ce que des psychologues, enfin, en tout cas, des chercheurs en psychologie sociale avaient déjà identifié à la fin du 19e jusqu'au milieu du 20e siècle, notamment ceux qui ont travaillé sur l'influence du groupe. Je pense donc aux travaux de Triplett, qui a identifié les concepts de facilitation sociale, de coaction, et puis toute une série de travaux dans la première moitié du XXe sur les effets de groupe, et notamment l'effet du groupe sur les changements d'attitude, sur la créativité ou la prise de risque. Donc, en gros, moi, ce que j'ai observé, ça avait déjà été observé, en tout cas vérifié par des travaux en psychologie sociale. Pour autant, toujours est-il que cette première expérience d'enseignant d'EPS pose les prémices d'une réelle réflexion sur l'importance de la coopération et elle fait écho, donc, je viens de le dire, à cette série de travaux en psychologie sociale. La seconde étape renvoie, pour le coup, à mes travaux de thèse. Puis Eric l'a précisé, donc ma thèse portait sur l'agressivité, notamment dans le football professionnel, enfin le football de club, mais aussi le football scolaire. Et lorsque j'interrogeais des profs d'EPS sur leurs priorités lors d'une séquence de football, eh bien, ils étaient tous unanimes pour valoriser la coopération. Autrement dit, ce qu'ils importer les enseignants, lorsqu'ils mettent en place une séquence de PES, c'est la coopération, et non pas l'affrontement, non pas la performance. Et ce qui était particulièrement intéressant, c'est que j'ai été amené à les filmer durant leur pratique. Et je me suis aperçu que leur organisation spatiale, c'est-à-dire, autrement dit, la manière dont ils organisaient leur terrain de jeu, n'engendrait pas de la coopération, mais au contraire de l'agressivité. Donc j'ai pu observer, du coup, que l'aménagement de l'espace, à travers la pratique du football et d'autres pratiques sportives, avait des conséquences à la fois sur la mise en jeu corporelle de l'agressivité ou de la coopération. En fait, ce qui se passait, c'est que les enseignants faisaient des terrains trop petits, donc créaient de la densité, trop de densité, donc ce qui était propice non pas à la coopération, mais à des comportements agressifs, même pour le coup illicites. Donc c'est la deuxième étape qui m'a amené à faire ce lien, ce premier lien entre la question des espaces et la question de la coopération, en tout cas des conséquences de l'aménagement de l'espace sur les comportements d'élèves. Et puis la dernière étape est plus récente, elle renvoie plutôt à mon recrutement de maître de conférence donc à l'INSPE, enfin à l'époque c'était l'ESPE de Lille, et notamment elle renvoie à ma pratique d'enseignant. Quand j'ai été recruté pour enseigner les sciences de l'éducation, notamment sur des pratiques innovantes comme les pédagogies coopératives et autres. Et malgré ces thématiques, je me suis rendu compte après une année d'enseignement que je faisais du transmissif. Autrement dit,
on était un peu sur l'idée, faites ce que je dis avec vos élèves, mais surtout ne faites pas ce que je fais avec vous. Donc ça m'a amené à avoir quand même une réflexion sur ma pratique d'enseignant. Et avec un collègue, Michael Vigne, qui est également maître de conférence à Lille, on a été amené justement à réfléchir notre pratique et à amener nos étudiants sur des pratiques plus coopératives, avec pour idée essentielle, utiliser la coopération pour apprendre et en même temps intégrer des outils qui pourraient réinvestir lorsqu'ils seront en classe. Donc l'idée, elle était là, donc on a mis en place des plans de travail et avec des travaux coopératifs, j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Et on a vu assez rapidement, en tout cas on a ressenti, parce qu'on ne l'a pas observé scientifiquement, mais en tout cas on a ressenti très rapidement des effets, notamment sur la dynamique de groupe, sur l'investissement. On avait, enfin en tout cas moi j'avais des étudiants plutôt passifs, voilà, qui étaient derrière l'ordinateur. Étaient-ils en train de prendre des notes sur mon cours, ou alors travaillaient-ils leur fiche de prep pour la semaine d'après? Enfin, en tout cas, je faisais du transmissif, ils étaient passifs. Je ne répondais pas vraiment à leurs questions, notamment sur les Master 2, les fonctionnaires stagiaires, à des questions qui sont très concrètes de terrain. Et donc, le fait d'instaurer une coopération avec eux, ça a permis justement de les réinvestir et à nouveau les motiver. Pour des résultats, en tout cas au concours, sur les sections qu'on a identiques, voire parfois meilleures, mais en tout cas, il n'y a pas de baisse de résultats. En tout cas, il y a un rapport à la formation qui a changé, notamment avec ces étudiants. Donc voilà, rapidement, comment acheminer ce questionnement sur la coopération à l'école. Alors, mes constats vont aussi dans le sens des travaux en sciences de l'éducation, notamment sur la coopération, hein, puisqu'on sait, je ne sais pas si, qu'on mesure maintenant les effets de la coopération sur la motivation des élèves, sur la réussite, sur leur réussite, sur la cohésion, sur l'entraide, sur l'envie d'apprendre et plus globalement sur le climat scolaire et le climat d'apprentissage. Alors, l'idée à travers, donc je l'ai dit tout à l'heure, hein, cette mise en place de la coopération, c'était donc de coopérer pour apprendre et d'apprendre à coopérer. Et que ce soit avec des étudiants ou avec des élèves, lorsqu'on met en place de la coopération avec ces élèves, je pense que cet objectif, donc l'objectif est double et il ne faut pas réduire la coopération à l'un des deux, sans l'autre. Alors, lorsqu'on parle de coopération à l'école, on entend souvent, en tout cas on entend différents termes pour définir la coopération. Tantôt pédagogie coopérative, tantôt travail de groupe, parfois tutorat, travail d'équipe, enfin voilà. Donc toujours est-il que toutes ces désignations recouvrent des modalités différentes de coopération, en fonction du statut des intervenants, en fonction des modalités de regroupement. Mais tous ces termes ont un sens commun qui est d'induire des interactions entre les élèves. Donc, par conséquent, coopérer, là je reprendrai les termes utilisés par Sylvain Connac, c'est en quelque sorte agir à plusieurs, produire à plusieurs, travailler ensemble. Donc il y a l'idée d'une activité collective orienté vers un objectif qui est partagé par tous et pouvant être mis à profit par chaque membre du groupe dans une perspective d'apprentissage. Donc, par conséquent, la coopération telle que je viens de la définir donc, vise, c'est dans ce sens qu'elle vise à la fois à apprendre à coopérer et coopérer pour apprendre. Alors, petite précision, lorsqu'on cherche à définir la coopération à l'école, il y a deux visions de la coopération. Il y a celle qui est développée et vécue en Amérique du Nord, où la coopération n'est pas forcément en opposition à la compétition. Autrement dit, on va parler de coopération intragroupale et de compétition intergroupale. C'est notamment, alors c'est ce qui est dominant en Amérique du Nord, mais c'est ce qui domine aussi chez nous en EPS à travers l'enseignement des sports collectifs. Voilà, c'est-à-dire qu'on amène nos élèves à coopérer pour mieux s'affronter et pour mieux s'opposer à l'autre équipe.
qui elle-même coopère pour performer par rapport à son adversaire. Et puis l'autre modèle en France, enfin en Europe, mais qui est plutôt issu de la France, hein, et notamment qui est issu de la pédagogie freinée, où on a, pour le coup, la coopération est en opposition à la compétition. Donc voilà un peu cette petite précision importante. Alors, il ne suffit pas de faire travailler ces élèves en groupe, enfin ensemble, pour qu'ils en tirent obligatoirement un bénéfice cognitif individuel, me direz-vous. D'autant que les enseignants se trouvent régulièrement démunis face à des difficultés de fonctionnement du travail interactif. Alors c'est pourquoi je vous propose d'aborder des pistes concrètes à la coopération et aux interactions à l'école. Et l'idée, c'est qu'on réfléchisse ensemble aux conditions propices à la coopération. Alors, pour ce faire, je vais vous proposer donc un exposé en deux parties. La première partie, eh bien, on évoquera, ou j'évoquerai, l'aménagement spatial de la classe, mais aussi de la cour de récréation comme une condition indispensable à cette mise en jeu pédagogique. Et puis, dans un second temps, j'évoquerai les outils, en tout cas, pas tous les outils, mais un certain nombre d'outils à disposition de l'enseignant qui permettent donc ces apprentissages coopératifs. Donc, l'ambition de cette communication est réellement d'insuffler une réflexion autour des conditions favorables au vivre ensemble et aux apprentissages. Alors, concernant les espaces, pourquoi donner de l'importance aux espaces lorsqu'on veut mettre en place des conditions nécessaires à la coopération? Eh bien, parce que différents travaux en psychologie sociale de l'environnement ont montré, notamment dans le cadre urbain, que les lieux dans lesquels nous vivons, dans lesquels nous apprenons, dans lesquels nous travaillons, ne sont pas de simples décors, pour reprendre les termes de Moser, et la manière dont l'individu interagit avec son environnement va impacter sa qualité de vie. Autrement dit, ces lieux dans lesquels nous vivons, dans lesquels nous apprenons, façonneraient en quelque sorte nos manières d'être et nos comportements. Alors, et d'ailleurs, j'ai évoqué tout à l'heure l'impact, à travers mes travaux de thèse, l'impact de la densité sur les effets, sur les comportements agressifs des élèves. Donc, on sait, dans le cadre scolaire, que l'architecture et l'aménagement des espaces impactent le bien-être des élèves. Je pense aux travaux de Deroux et Besson, Mazalto. Éric et moi avons réalisé un certain nombre de travaux qui vont également dans ce sens. Donc, on fait le lien entre architecture, aménagement des espaces et bien-être des élèves. On peut également mesurer l'impact sur l'engagement dans les apprentissages et plus globalement sur la réussite éducative des élèves. Donc, à l'instar de la coopération, on fait un lien entre également aménagement des espaces et climat scolaire. D'ailleurs, ça s'inscrit bien dans l'approche systémique du climat scolaire. Ces différents facteurs sur lesquels on agit pour améliorer le climat scolaire. Les espaces sont intégrés dans la qualité de vie et on a un axe coopération aussi présent. Alors, donc si on sait qu'il y a des effets bénéfiques sur le bien-être, sur l'investissement des élèves, on sait aussi, à contrario, qu'un certain nombre de violences, de déviances se déroulent dans certains espaces. Je pense notamment aux espaces interstitiels comme les couloirs, la cour de récréation, la sortie de l'école. On sait aussi que les jeux dangereux, ils sont particulièrement pratiqués. On sait d'ailleurs une récente enquête que même la salle de classe est un lieu de pratique. C'est-à-dire que les enfants pratiquent des jeux de non-oxygénation, des jeux d'asphyxie devant l'enseignante, puisque l'enseignante n'a pas les codes pour déceler une pratique. Mais donc on voit des enfants et des ados au collège qui se filment pendant le cours et qui tombent en syncope pendant que l'enseignante est en train de noter la leçon au tableau. Donc, en tout cas, voilà. C'est-à-dire qu'on sait aussi que les espaces scolaires peuvent être anxiogènes et peuvent déboucher sur des violences. Je pense notamment à la cour de récréation, qui est à la fois un espace de socialisation et un espace où s'expriment des jeux brutaux. Alors, pour comprendre comment les espaces peuvent favoriser les interactions et la coopération, arrêtons-nous rapidement sur la typologie des bâtiments français. Donc là, je vous ai mis une photo d'un établissement récent.
Mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est quand même que les établissements scolaires français ont très peu évolué depuis la fin du XIXe siècle. Autrement dit, on a des bâtiments avec des couloirs qui alimentent des deux côtés des couloirs des salles de classe. Et puis à l'extérieur de ces bâtiments, on a une grande cour de récréation qui est bitumée, qui est souvent soumise au regard panoptique des adultes, hein, pour reprendre une critique de Michel Foucault sur les institutions du fin XIXe siècle. Et donc c'est un modèle qui a été établi fin XIXe, et aujourd'hui, on a beau mettre des bardages bois, c'est-à-dire sur l'esthétisme et partir sur des préoccupations écologiques, il n'empêche que le modèle reste le même, c'est ce que Rigolon va appeler le type court. Alors, on peut dire que ce n'est pas un modèle qui favorise le vivre ensemble et les interactions entre élèves. Pour argumenter un peu mes propos, je vais vous montrer d'autres types d'établissements, notamment à l'étranger, où là, pour le coup, l'architecture peut permettre d'amener les élèves à coopérer, à interagir. Un établissement important, donc une autre typologie, c'est ce qu'on appelle le type bloc, c'est un établissement qui se trouve au Danemark, où là, pour le coup, donc on voit bien le bloc, hein, mais à l'intérieur duquel on va trouver différents sous-espaces. C'est les espèces de camemberts là, qui sont donc des unités d'apprentissage. Là, on va en trouver 5. On va trouver un espace qui est consacré à l'individu, autrement dit qui permet le travail individuel, où chaque élève va travailler à son propre rythme, généralement à partir d'un plan de travail qui a été donné en amont par l'enseignant. On va trouver un autre espace qui est l'espace du groupe, qui est donc justement là où on va trouver des tables rondes. L'enseignant est un conseiller qui va passer de groupe en groupe, où là, on va valoriser la pédagogie du projet, par exemple. Donc là, qui va valoriser donc, la pédagogie coopérative, enfin en tout cas la coopération. On va avoir une unité qui est propice au travail en équipe. Donc là, on va trouver un aménagement traditionnel pour donc une disposition en autobus pour un enseignant qui dirige et qui transmet une leçon à toute une classe. Un espace plénière qui est capable de réunir plusieurs classes pour des débats, pour des projections, qui peut réunir jusqu'à 4 classes. Et puis enfin, un espace numérique propice donc aux activités numériques. Donc avec ce modèle, on est davantage centré sur l'autonomisation des élèves et non sur la transmission des savoirs. Et pour le coup, on a une architecture avec des aménagements d'espace au service d'un modèle éducatif. Donc, ce type bloc a aussi la particularité de proposer un espace intérieur de socialisation. C'est ce qu'on va appeler l'atrium, qu'on va retrouver également dans une autre typologie d'établissement, c'est la typologie grappe. Donc on voit là, pour le coup, avec ces deux photos, donc un espace intérieur qui est propice aux interactions, au vivre ensemble, avec des aménagements, des fauteuils. Donc on voit bien quand même l'orientation qui est prise, qui est totalement différente de celle prise en France. Et puis enfin, une dernière possibilité, une dernière typologie, c'est ce qu'on appelle le type ville, parce que l'établissement est construit un peu comme une ville, c'est-à-dire avec des couloirs, des petites ruelles qui vont alimenter différents espaces comme des boutiques, qui est plutôt propice à la maternelle et au premier degré. Alors, à travers ces quelques exemples, on voit bien que l'architecture peut être au service d'un modèle éducatif et en France, on peut pas dire que les établissements soient conçus de manière à favoriser les interactions entre élèves ou la coopération. Donc nous sommes face à une mise en tension entre une conception architecturale du XIXe siècle, des modèles pédagogiques plutôt du XXe, et des élèves pris dans l'ère du XXIe siècle, notamment à travers les nouvelles technologies, des enfants pris dans la culture du zapping. Enfin voilà. Donc tout l'enjeu, va être d'articuler ces trois variables, non pas pour créer l'école de demain, mais plutôt l'école d'aujourd'hui. Alors, si on se focalise particulièrement sur la cour de récréation, que
que savons-nous sur la cour de récréation? Et ça, c'est intéressant à travers les travaux de Monard. C'est que la cour de récréation est au cœur d'une lutte des places. Donc c'est un terme qu'elle emprunte à Luceau, mais particulièrement intéressant parce qu'on observe une forme de ségrégation spatiale à l'intérieur de la cour de récréation. Globalement, les plus âgés du collège ou de l'école et les garçons vont occuper le cœur de la cour, alors que les filles et les plus jeunes vont occuper tout l'espace périphérique. Donc, pour le coup, on n'est pas sur le vivre ensemble. On constate aussi, alors on est loin surtout du modèle imaginé par Fournier au XIXe siècle et son projet de phalanstère, l'idée avec les phalanges, c'est-à-dire on est lié, qui était un modèle pour favoriser les interactions. D'ailleurs, on est sur une construction, à travers ce petit schéma, qui est assez proche des modèles des institutions critiquées par Foucault au XIXe siècle, avec une cour centrale. Mais on voit bien que si on ne propose pas des aménagements, eh bien, on a les conséquences que Monard dénonce dans ses travaux ethnographiques, c'est-à-dire donc de lutte des places. Alors, pour proposer différents aménagements, voilà aussi une photo d'un établissement qui est récent pour le coup. Là, on ne sait pas si on a affaire à une cour ou un parking. Et puis on voit les bancs en périphérie qui ne donnent pas vraiment envie. Ce qu'on sait, c'est que les élèves, dans une cour de récréation, on va y observer des interactions motrices, avec ballon ou sans ballon, notamment dans le premier degré. On va y observer des interactions sociales et malheureusement, on y observe aussi des interactions illicites, adversives, parfois du harcèlement, des brimades, des insultes, des bousculades, des conflits globalement. Donc, comment penser la cour au profit de ces interactions licites, cette socialisation secondaire, afin de réduire ou d'améliorer en tout cas le climat scolaire, réduire les conflits. Alors, j'ai mené différents entretiens auprès de chefs d'établissement. Et ce qui est intéressant, c'est que, il y a des initiatives qui sont prises, notamment, ils sont bien épaulés par les CPE, par les personnels de la vie scolaire, pour mettre en place, notamment ce qui marche bien, c'est une forme de zonage. Où on va proposer des zones qui sont autogérées par les enfants, par les élèves, avec des plannings, et une zone, en fonction des activités qui est propre à chaque établissement, mais on peut, dans le premier degré, imaginer une zone pour les interactions motrices sans ballon, c'est-à-dire jouer à la corde à sauter, à la marelle, une zone où on va pouvoir écouter de la musique et danser, une zone pour des espaces verts, enfin voilà. Ce que je dis, ça a réellement été fait par des établissements, c'est-à-dire la zone avec de la musique ou un élève, où il y a des responsables, des choses comme ça, c'est fait. Donc avec des zones aussi pour les jeux avec ballon, enfin voilà, toute une série de zones avec une cogestion, des plannings, des rotations, et le ressenti des chefs d'établissement est très positif, avec une réduction considérable des conflits dans la cour. Il y a d'autres... Thibault, juste une petite question. Je pense à des futurs enseignants, professeurs, qui se disent, mais voilà, est-ce que c'est un coût ? Non, aménager des espaces, sur ce que tu nous montres, c'est que justement, c'est simplement une réflexion de collaboration, c'est pas un surplus, on va dire, lié à l'enseignement et aux enseignants, c'est un travail de co-construction pour réfléchir à comment créer des espaces qui ne soient pas simplement en coprésence. Comme tu l'as dit, les filles ou les plus faibles ou parfois les plus jeunes sont en périphérie, donc on est à côté d'eux, mais on n'est pas en interaction. C'est un petit peu quand on va prendre le tramway, par exemple, à Bordeaux, voilà, on chemine à côté d'eux, mais on est en coprésence, on n'est pas en interaction. Là, tu peux favoriser les interactions individuelles, collectives. Ce qui est très bien avec les établissements qui fonctionnent bien sur cette zone, c'est que les élèves sont intégrés dans la réflexion, déjà. C'est-à-dire qu'on ne part pas du ressenti des adultes, on part des préoccupations d'élèves, c'est-à-dire que c'est eux qui vont déterminer des zones en fonction de leur jeu, enfin en tout cas de leur pratique. Et puis ce qui a été intéressant, notamment dans certains collèges, c'est que ça a permis d'ouvrir des zones interdites. C'est-à-dire on va étendre la cour de récréation, notamment, j'ai un exemple d'un collège où les élèves n'avaient pas le droit d'aller dans l'herbe,
parce que la zone d'herbe était proche du parking des enseignants, des choses comme ça. Eh bien, en développant cette responsabilisation, eh bien, ils ont pu ouvrir, ils ont expérimenté, et ça a été particulièrement efficace, parce que notamment, en plus, ils se sont rendus compte que c'était généralement les troisièmes qui allaient vers cette zone-là. Donc, en tout cas, ça a permis de les responsabiliser, et donc une relation de confiance, de coopération, pour le coup, entre la vie scolaire, les élèves et même les enseignants. Alors, il y a d'autres initiatives. Je pense, alors dans les maternelles, les parcours moteurs, mais il y a une expérimentation qui se développe un peu de plus en plus en France, c'est le concept de la boîte à jouets qui vient de Grande-Bretagne, où l'idée c'est donc c'est une boîte, donc c'est une association qui développe, c'est l'association Jouer pour Vivre, hein, qui développe ce concept et qui s'appuie sur, qui est issu des Playpods en Angleterre. Donc c'est une boîte dans laquelle on va trouver un ensemble d'objets de récupération. Là on voit des pneus, des valises, des ficelles. Et les élèves vont se réapproprier ces objets. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'au-delà du développement de l'imaginaire, de la création, de l'apprentissage par essai-erreur, ce qui est particulièrement intéressant, ça développe aussi énormément les interactions et la coopération, parce que les enfants ne jouent pas seuls. Ils créent des cabanes, donc il y a tout un ensemble d'interactions et de coopération qui se mettent en place, qui est extrêmement intéressant. Voilà. Donc c'est un dispositif, alors ça met du temps, hein, donc ils y jouent généralement après le déjeuner du midi, enfin sur des périodes de pause un peu plus longues, mais voilà, un projet. De la même manière, on a des écoles qui favorisent aussi, pour se détourner du bitume, les espaces verts. Donc là, il y a une école, on voit l'école de gauche, qui est une école japonaise, où l'arbre est omniprésent, et ça rappelle un peu l'idée centrale aussi de Freinet, puisque sa première école, on avait un arbre qui était le centre de l'école, où tous les élèves vont graviter autour. Donc c'est un lieu où les élèves vont tenter parfois de grimper un peu à l'arbre. Donc pour grimper, il faut qu'on m'aide. Donc voilà, qui va développer aussi l'interaction. Alors, en termes d'aménagement aussi, hein, ce qu'on peut regretter dans les établissements récents, c'est que les bancs sont parfois mis, on l'a vu tout à l'heure, en périphérie ou parfois dos à dos. Donc c'est sûr que quand on ne veut pas que les élèves interagissent, eh bien, il suffit de mettre les élèves dos à dos ou côte à côte. Il est clair que si on veut qu'ils interagissent, notamment en termes d'interaction sociale, il ne serait pas idiot de mettre les bancs face à face. Voilà. Mais il y a très peu d'écoles, hein, très peu de collèges où on a des espaces avec des bancs face à face. C'est ce que Haussmann va appeler, en fait, va distinguer les aménagements sociofugaux et les aménagements sociopétaux. Donc, autrement dit, hein, je ne veux pas d'interaction, je veux inhiber les interactions, eh bien, je fais des aménagements sociofugaux. Si je veux favoriser mes interactions, la communication, je mets en place des espaces sociopétaux. Et ça nous amène à la question de la salle de classe, c'est-à-dire que là, clairement, bon, ces espaces, ces aménagements, en termes, sont utiles pour les bancs, pour les assises dans les espaces comme l'atrium ou des choses comme ça, mais on va retrouver cette problématique dans la salle de classe. Autrement dit, hein, vous avez bien compris, si je ne veux pas d'interaction dans ma classe, je vais mettre en place des espaces sociofugaux. Voilà. Autrement dit, toute forme d'interaction est considérée comme un bavardage. Et si je veux valoriser les interactions, la coopération et la communication dans ma classe, eh bien, je vais mettre des aménagements sociopétaux. C'est ce qu'on va retrouver tout à l'heure sous forme d'îlots pour parler du modèle le plus dominant. Alors, sur ce point, j'aimerais partir de vos représentations. C'est là où je vais vous demander un peu de travailler, enfin, si on peut parler de travail. Je vais vous demander de vous
prendre votre téléphone portable, c'est possible, ou votre tablette ou ordinateur, et d'aller sur votre moteur de recherche et d'aller sur le site Socrative. Donc là, la première question, c'est donc en effet, selon vous, parmi les 6 photos, les 6 types d'aménagement, lequel est selon vous le plus propice au travail en classe? Nous en manque un 9e. Voilà, nickel. Le D. Majoritaire, donc le D. OK. Donc on va y revenir après. Je passe à la question d'après. Toujours les mêmes photos. Alors là, je pensais qu'on aurait un échantillon d'enseignants plus important. Alors pour les étudiants, vous avez fait un stage depuis le début de l'année? Vous êtes en stage? Bon, alors du coup, là vous allez répondre. Et pas pour les autres. Bah, malheureusement, vous ne pouvez répondre. Je fais de l'exclusion de temps en temps aussi. Donc là, pour le... Il y en a 5, c'est bon? Là, on voit que là, déjà, c'est plus hétérogène en termes de réponses. Bon, il y a déjà moins de réponses, mais... alors, quand on fait ce petit questionnaire avec les étudiants, on a plutôt les mêmes réponses que vous. C'est-à-dire, majoritairement, on va tendre... Alors, attendez, je vais aller là. Nickel. Non. Je vais retourner sur les... Hop. On est plutôt donc sur la réponse D. Majoritairement, tous les étudiants, quand on leur demande, selon eux, notamment les fonctionnaires stagiaires, selon eux, quel est l'espace le plus propice au climat d'apprentissage, donc ils répondent D. Et à la deuxième question, à quoi ressemble votre classe? On est plutôt sur du A. Voilà. Et alors, quand on échange entre nous sur les raisons qui poussent entre cet écart entre ce qu'on voudrait et ce qu'on fait vivre, eh bien, il y a tout un ensemble de contraintes qui apparaissent, notamment, ouais, mais je peux pas dans ma classe, j'ai pas assez de place. Et puis, moi, j'aimerais, mais après, non, il y a trop de bavardage. Donc, en gros, tout un ensemble de contraintes. Alors après, l'idée de ces échanges avec les étudiants, c'est de les amener à réfléchir, justement, parce qu'en effet, le coût de la raison du manque de place, ça s'entend. Moi, j'ai pas vu leur classe, mais après, l'idée, c'est comment on peut aménager, retirer parfois des tables, des chaises. Parfois, on a des écoles où on peut utiliser le couloir. Enfin, voilà, comment on peut réinvestir d'autres espaces pour justement mettre en place une pédagogie qui nous tient plutôt à cœur. Enfin, en tout cas, là, dans les réponses des enseignants, c'est cette idée. Donc, et puis, un autre point, ce qui est intéressant aussi, quand on continue à creuser avec eux, c'est eh bien, le lien assez étroit entre l'aménagement de l'espace et notre style d'enseignement. Autrement dit, on se rend compte que, notamment chez des jeunes enseignants, que les premières craintes, ce n'est pas des craintes liées aux apprentissages des élèves, c'est des craintes liées à la gestion de classe. Et par conséquent, quand déjà on n'a pas vraiment confiance en soi quand on débute dans le métier, il est difficile d'avoir confiance en ses élèves. Donc le meilleur moyen d'avoir la main sur ses élèves, c'est le frontal. C'est le frontal, et par conséquent, je vais être sur un style transmissif qui est centré davantage sur les savoirs. Pour d'autres, si je pars sur un style plus associatif, incitatif, je vais, et notamment donc, si je suis centré davantage sur les apprenants, eh bien là, il n'y a pas de souci pour partir sur un aménagement de type C, enfin le C ou le D.
Voilà. Sachant que le C va aussi avoir des contraintes. L'avantage, parce que là, je suis en train en effet de valoriser la coopération, mais on sait bien qu'on ne peut pas coopérer toute la journée avec ses élèves. C'est-à-dire que l'enseignant, il est amené à faire des arbitrages entre du tout collectif, enfin du collectif, de l'individuel et du coopératif. Et c'est en ça que l'espace D paraît particulièrement efficace, parce qu'il permet à la fois de faire du collectif avec un petit groupe, pendant que d'autres sont sur un travail individuel et d'autres sur un travail coopératif. Voilà, c'est ce qu'on appelle les espaces flexibles ou modulables. Et ça... Ouais. Une petite parenthèse, justement, ça me fait penser sur les altérités, on parle de plus en plus d'élèves à besoins spécifiques, et tous les élèves ont des besoins. Donc à partir de là, il ne faut pas stigmatiser certains. Et justement, il y a une professeure débutante, c'était un article qui est paru en 2007, si je me rappelle bien, où justement, l'enfant est handicapé, est en fauteuil, et le professeur n'arrive pas à avoir une attitude de type empathique ou comprendre un peu ce qui se passe, et la met donc plutôt au fond de la classe, dans un espace qui lui permet de mieux circuler, donc au départ pour être plus aisé dans ses déplacements, et également pour ne pas trop gêner les autres pendant le travail. Et en fait, elle a rajouté un handicap, ce qu'on appelle un surhandicap, qui a stigmatisé encore plus l'élève. Donc vous voyez que quand on ne réfléchit pas un petit peu à l'autre, qu'on n'a pas les dispositions aussi, je pense que ça reprend un petit peu ton idée d'aménagement, et puis l'impact de l'aménagement sur les interactions. Tout à fait. Donc, pour valoriser la coopération, il va falloir mettre en place des espaces de liberté, des espaces qui permettent aux élèves de circuler, de se déplacer dans la classe. Donc, des aménagements qui vont être propices, donc je l'ai dit, à des interactions verbales, à la mise en place de travaux de groupe, et puis aussi propices à développer l'entraide entre élèves. Moi, j'aime bien l'exemple de la maternelle. C'est-à-dire que la maternelle, on va être justement sur des espaces où on peut avoir un coin regroupement, un coin pour des ateliers semi-dirigés ou dirigés, enfin peu importe, des coins pour les jeux. Enfin voilà, on a cette idée de sous-espace, et à travers cet aménagement, et d'ailleurs l'espace flexible, on est dans l'idée de l'établissement du Danemark dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que eux, c'est à grande échelle, c'est-à-dire des unités d'apprentissage différentes, mais cet espace D flexible ou les classes de maternelle sont dans cette idée de sous-espaces qui vont tendre vers différents types de pratiques possibles. Alors, maintenant que j'ai évoqué l'importance des espaces, de la dimension architecturale pour insuffler donc une dynamique d'interaction dans l'école, je vous propose d'évoquer, je ne sais pas combien de temps il me reste, Eric. Combien ? 20 minutes. D'accord. Donc, ok. Donc, je vais évoquer rapidement, enfin en 20 minutes, donc les outils à disposition de l'enseignant dans sa classe. Alors, parce que, donc, il va introduire, il va conduire, il va piloter la formation des élèves, et c'est lui qui va faire en sorte que le climat de travail soit propice donc aux apprentissages. Alors, pour ça, il va proposer quelques outils. Les élèves, enfin, l'idée, c'est qu'il y ait des interactions, qu'il y ait du bruit, mais j'aime bien l'idée qui est développée par Sylvain Connac, c'est-à-dire qu'on doit avoir presque une ambiance de bibliothèque dans notre salle de classe. C'est-à-dire qu'on doit avoir un peu de bruit, mais qui ne gêne pas les élèves qui travaillent. Donc, il y a un outil qui est plutôt intéressant à mettre en place pour justement réguler ce volume sonore, c'est le baromètre sonore. Et ça, c'est un outil, si on ne le propose pas aux élèves, ce n'est pas eux qui vont l'inventer. Donc, c'est un outil qui paraît un peu basique, premier abord, mais qui est très très efficace. Sur les cours de gestion de classe avec mes M2, ceux qui ont toujours un problème de volume sonore, je leur propose de mettre cet outil en place. Et c'est efficace parce que, une nouvelle fois, ça emmène aussi les élèves à de la responsabilisation, puisqu'il y a un élève qui est responsable du baromètre sonore et qui va, lui, préciser avec le curseur
quand ils trouvent que le volume sonore est trop important pour la concentration, l'attention et le travail des élèves. Voilà. Alors, il y a d'autres moyens, il y a les petites sonnettes, il y a des choses comme ça, mais voilà. Et puis, les feux tricolores, c'est aussi, alors, quand on est sur l'espace flexible, hein, on peut avoir des élèves qui sont sur le feu rouge, sur un travail individuel, pendant que d'autres sont sur un travail coopératif de groupe, le orange, pendant qu'un autre groupe est avec l'enseignant sur l'apprentissage d'une leçon, et là, on est sur le vert, eux ont le droit de parler à haute voix. Voilà. Donc ça, c'est la première condition de l'enseignant, c'est pour mettre en place des dispositifs, mettre en place des outils qui vont permettre une bonne tenue de classe, une bonne gestion de classe. La deuxième condition, alors là, j'emprunte un certain nombre de conditions aux travaux d'Abrami, qui est canadien, où lui, il va identifier 6 conditions. Moi, je vais placer la communication avec l'utilisation d'habilités coopératives. En tout cas, la première condition chez les élèves, c'est la responsabilisation. C'est-à-dire qu'il faut que tous les membres du groupe jouent le jeu du travail coopératif. Il faut qu'ils perçoivent que leur propre effort, leur participation, leur engagement, eh bien, sont essentiels à l'atteinte des buts fixés par le groupe. Donc, l'idée, c'est il ne faut pas qu'un élève, à l'intérieur du groupe, puisse se reposer entièrement sur le travail des autres. Donc ça relève de la responsabilisation de chacun, et c'est pourquoi il peut être intéressant, en amont, avant d'amener ses élèves à travailler en groupe, de leur expliquer de l'intérêt du travail coopératif. L'intérêt pour eux, l'intérêt aussi dans l'apprentissage, donc l'intérêt à l'instant T, enfin dans la vie à l'école, mais aussi dans la vie future, dans la vie quotidienne. Deuxième condition importante, c'est la constitution de groupes. Est-ce qu'on doit faire des groupes homogènes, des groupes hétérogènes? Combien d'élèves? Les travaux en sciences de l'éducation montrent plutôt qu'il faille se diriger vers des groupes hétérogènes, en tout cas avec une hétérogénéité plutôt mesurée, c'est-à-dire pas une hétérogénéité extrême, mais en tout cas une certaine forme d'hétérogénéité. Et surtout, tous sont unanimes sur la constitution de groupes restreints allant de 2 à 4, voire 5 pour certains chercheurs. Alors, ce qui est important, et Bertucci souligne bien ce point, la difficulté lorsqu'on constitue nos groupes, c'est de trouver un équilibre donc, entre la productivité du groupe, qui aurait tendance à augmenter avec le nombre d'élèves. Plus je mets d'élèves dans mon groupe, plus j'augmente les compétences possibles de ce groupe-là. Donc, entre la construction donc, du nombre de mon groupe, et puis, en effet, à l'inverse, plus mon groupe est restreint, plus j'ai de chances qu'il y ait d'interaction de la part de tous les élèves, donc une meilleure répartition des échanges et de la parole. Donc, la difficulté pour l'enseignant, elle réside ici dans la construction des groupes. Alors, un point important lorsqu'on constitue nos groupes, c'est la prise en compte de la dynamique et de la cohésion du groupe sur la durée d'une séquence. Sur la durée d'une séquence. C'est-à-dire, autrement dit, est-ce que je dois privilégier une stabilité des groupes au fil des séances ou au contraire, modifier ces groupes régulièrement? Alors ça, c'est également une question assez complexe. C'est complexe et pourtant, peu d'enseignants se posent la question, d'après les travaux de Blatchford. Alors, d'après ces travaux, il est plutôt préconisé de partir sur une stabilité des groupes dans le premier degré, alors c'est intéressant, c'est que sur le second degré, il ne donne pas vraiment de réponse, parce qu'on est face à une réelle complexité dans le second degré qui est liée aux relations extrêmement changeantes entre pairs au moment de l'adolescente. C'est-à-dire que cette semaine, tu es mon ami, mais la semaine prochaine, en fait, tu n'es plus mon ami parce qu'il y a eu un conflit à cause de Brandon qui ne voulait pas... Enfin voilà, donc on a des situations, des relations extrêmement changeantes qui peuvent impacter la dynamique du groupe. Voilà, il n'y a pas vraiment de réponse, mais en tout cas, il s'agit de prendre en compte cette dynamique, en tout cas changeante, entre les élèves au moment de l'adolescence.
Troisième condition essentielle dans le travail de groupe, c'est l'interdépendance positive. C'est-à-dire que l'idée, c'est que les élèves conjuguent leurs efforts pour apprendre. Et donc, il faut leur faire comprendre que le succès d'un ou d'une élève, eh bien, augmente le succès du groupe. Donc la réussite de l'apprentissage coopératif dépend surtout du degré d'interdépendance positive auquel est parvenu le groupe. Bref, le succès d'un élève n'est possible que si le groupe réussit. Quatrième condition, c'est l'utilisation d'habilités coopératives. Deux types d'habilités coopératives sont importantes dans le travail coopératif. C'est les habilités sociales, c'est-à-dire savoir être en mesure d'écouter, d'échanger des idées, d'encourager les autres, de communiquer. En écoutant les autres et en exprimant son point de vue, eh bien, l'élève apprend à clarifier sa pensée et à trouver les mots pour le dire. Donc l'importance d'avoir des habilités sociales, c'est-à-dire qu'en effet, si les élèves n'ont pas acquis d'habilités sociales, ne sont pas en capacité d'écouter les uns les autres, alors qu'ils se coupent la parole constamment, eh bien, ça va nuire à l'efficacité du travail coopératif. Et puis l'autre type d'habilité importante, le développement, c'est les habilités cognitives, c'est-à-dire que les élèves doivent être capables de traiter de l'information, de faire des liens, de tirer des conclusions, d'argumenter leurs propos, de prendre des décisions. Et donc, le développement de ces deux types d'habilités va impacter donc, sur la réussite du travail coopératif. Autre point très très important, c'est de former et de préparer les élèves à la coopération. On le verra rapidement tout à l'heure, notamment lorsqu'on développe une forme de tutorat avec ces élèves. Sans formation, ce n'est pas possible d'être efficace sur ce point. Donc voilà les conditions pour que les élèves coopèrent, en tout cas les conditions en amont, c'est-à-dire les 5 que je viens de nommer, plus le rôle de l'enseignant dans la régulation et la mise en place d'une gestion de classe. Thibault, juste là, tu as montré des exemples concrets, par exemple, d'aménagement pour amener de la coopération, voire un bien-être collectif, ou que ce soit un fervent ou un ferment, on va dire, à l'apprentissage. Mais là, on pourrait dire, on est dans la salle, on pourrait se dire, bon, il faut responsabiliser, il faut constituer des groupes hétérogènes, il faut de l'interdépendance positive, il faut l'utilisation d'habiletés coopératives, préparer les élèves. Oui, mais comme dirait Mérieux dans son ancien ouvrage, oui, mais comment ? Concrètement, comme tu as fait pour les espaces, est-ce que tu peux nous donner après des cas concrets. Comment on va décliner la coopération ? Au-delà des mots, parce que souvent on peut parler d'inclusion, etc. Mais voilà, concrètement, voilà, je pense. Donc, je suis le garant du temps aussi, c'est pour ça. C'est vrai, il me reste quoi, toujours 20 minutes ? Donc, une fois qu'on a mis en place ces conditions, on arrive justement dans la mise en place de la coopération. Alors, la coopération, Connac va la définir, l'agir coopératif, c'est coopérer, c'est s'entraider, c'est aider, c'est rentrer dans une logique tutorielle et c'est aussi travailler en groupe. Alors ce qui est intéressant avec ce schéma, c'est ce qui va varier, c'est à la fois la relation asymétrique ou symétrique, c'est-à-dire que quand on est sur de l'aide ou du tutorat, on est sur une relation asymétrique entre pairs et avec plus ou moins un cadre formel ou informel, et puis sur l'entraide ou le travail de groupe, on est plutôt sur une relation formelle. Alors, sur l'aide et le tutorat, donc là je passe très vite, du coup, l'importance de former à la fois le tuteur et le tutoré, en donnant des clés essentielles. Chez le tutoré, la clé essentielle pour la réussite, c'est déjà de faire comprendre à l'élève qu'il doit essayer avant de faire appel à son tuteur. C'est évident, mais voilà. Pourquoi c'est important que l'élève essaye ? Parce que parfois, il va réussir déjà. Et puis, s'il ne réussit pas, le fait d'essayer va lui permettre de poser des questions très précises sur ce qu'il attend. Donc, ça va conditionner la réussite de la relation avec le tuteur. Donc ça, c'est la première chose, c'est-à-dire former l'élève déjà à essayer et à identifier des questions précises. Alors, qu'on
qu'on ne fasse pas de contresens. L'idée du tutorat n'est pas de remplacer l'enseignant. D'accord? L'idée du tutorat, ce n'est pas qu'un élève explique le théorème de Thalès à un élève qui ne l'a pas compris. Généralement, on est sur des questions d'ordre compréhension de consignes. Voilà, donc on est sur des choses plutôt anodines. Donc, et puis, on va former aussi le tuteur avec des règles essentielles. La première d'entre elles, c'est le tuteur ne donne pas les réponses et ne fait pas l'exercice à la place du tutoré. Ça, c'est essentiel, mais il va falloir l'amener justement, le former pour qu'il ne rentre pas dans cette logique de réponse automatique. Il va falloir également que le tuteur ne se moque pas, n'apprenne pas à se moquer de celui qui éprouve des difficultés. Donc, ça, c'est également essentiel. Et puis, autre point important, c'est, en termes de gestes coopératifs en lien avec le tuteur, c'est ce qu'appelle Alain Baudry la congruence cognitive. Autrement dit, c'est cette capacité du tuteur à s'exprimer dans le langage de son camarade. Dans le langage de son camarade, à savoir un vocabulaire et des concepts qui sont familiers afin d'être compris. Donc voilà un peu les trois clés. Alors un outil intéressant en classe aussi, c'est ce qu'on appelle le tétraède, justement pour permettre, on a créé tout à l'heure un espace qui permet aux élèves de se lever, des espaces de liberté, de déplacement. Eh bien, quand un élève, donc chaque élève a son tétraède, parce que ce qui est intéressant, attention, avec le tutorat, c'est que chacun puisse être tuteur. Autrement, on crée un sentiment d'inégalité au sein de sa classe. Si c'est uniquement toujours les mêmes, c'est-à-dire ceux qui ont des bonnes notes, des bons résultats, ceux qui finissent toujours les exercices savants, qui sont tuteurs, ça va créer un climat assez néfaste, et puis certains vont se sentir un peu discriminés et stigmatisés. Donc l'idée, c'est de pouvoir que chacun puisse être tuteur, c'est aussi sur le volontariat des élèves. C'est-à-dire que certains élèves peuvent décider d'être tuteurs et donc d'être formés par l'enseignant. Et donc, en tout cas, chaque élève va avoir un tétraède, donc tétraède, un tétraèdre et aide, le jeu de mots, et donc va poser le sommet bien correspond aux besoins ou pas de l'élève. Donc, autrement dit, si je mets mon tétraède avec la face, le sommet jaune, donc j'ai une question urgente, eh bien, je peux avoir mon tuteur qui se déplace pour me venir en aide. Voilà, ça c'est pareil que le baromètre sonore. Hein. Si ce n'est pas l'enseignant qui le propose, ce n'est pas l'élève qui va inventer ce système. Alors, je passe très vite, hein, Eric. Donc le travail en groupe, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux modes d'organisation en groupe qui ont été identifiés. Des méthodes d'apprentissage informelles en groupe qui sont plutôt valorisées en France, et puis des méthodes d'apprentissage structurées en équipe qui fonctionnent plutôt bien aux États-Unis. Là, je vais évoquer rapidement les méthodes d'apprentissage informelles, là, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps. Alors, on peut identifier 4 types de travaux en groupe. La méthode des îlots, on va appeler la méthode des îlots bonifiés ou la méthode des îlots ludifiés, qui est une évolution. La méthode découpage, la méthode recherche en groupe et la méthode apprendre ensemble. La recherche en groupe, je ne vais pas évoquer, hein, c'est généralement quand les élèves travaillent, par exemple, sur un exposé. Voilà. Alors, la méthode des îlots bonifiés, rapidement. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une... Alors, l'idée, c'est très compliqué d'expliquer une méthode sans avoir vu les enseignants l'appliquer. Donc, voilà. Donc, je vous encourage à aller sur Internet ou alors récupérer l'ouvrage de Marie Rivoire qui a développé ce type de travail coopératif. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est comment des enseignants peuvent s'emparer d'un outil et de le faire varier en fonction du contexte de classe, en fonction de ses envies. Là, c'est un projet qui a été créé autour de l'anglais, mais on sait maintenant aujourd'hui qu'il y a chaque enseignant peut l'utiliser dans sa discipline et le faire varier. L'idée, c'est déjà des élèves qui s'assemblent par 4
librement, par affinité. Donc c'est les élèves qui choisissent leur groupe. Il y a une première phase au sein du groupe qui est un travail individuel. Et la deuxième phase où les élèves vont se consulter dans le but donc de s'apporter de l'aide mutuellement, des corrections, des idées, des conseils. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un fonctionnement avec des bonus et des malus individuels et collectifs. Et l'idée, c'est que quand une équipe, quand un groupe est arrivé à 20, donc 20 bonus, enfin 20, l'activité s'arrête. Donc ça va durer sur plusieurs séquences, plusieurs séances, pardon. Plusieurs séances avec une tâche, ça dépend, ça peut être un travail collectif, ça peut être, il y a des profs, des enseignants de français qui vont amener les élèves à écrire une histoire. Donc on va être sur une rédaction, un travail d'expression écrite, donc un travail individuel, mais où chacun peut s'aider, se relire, voilà. Les bonus sont liés, et les malus d'ailleurs, sont liés un peu à l'attitude des élèves à l'intérieur du groupe. Faire des transgressions, des conversations, des échanges qui n'ont rien à voir avec l'activité. Hop, c'est un malus. Si j'ai oublié mes affaires, c'est un malus. Si ça interagit correctement, si tout le monde participe dans le groupe, il y a des bonus. Donc on va avoir à la fois des bonus collectifs et des bonus individuels. J'ai vu d'autres enseignants qui, eux, considèrent que le groupe, il y a un point collectif à chaque fois qu'on arrive à 7 bonus individuels. Donc si on est 4 au groupe, si j'ai bien mes affaires, j'ai toutes mes affaires, je vais prendre un bonus. Si mon collègue, mon camarade également, on a vite 4 bonus, donc on arrive vite à prendre des points collectivement. Donc l'idée, c'est de créer une dynamique interactionnelle et développer un système d'entraide entre élèves. Donc ça, c'est une première idée. D'ailleurs, les îlots ludifiés, c'est un peu le même principe, sauf qu'à l'intérieur du groupe, on va avoir des responsables, en gros des rôles distribués. On va avoir par exemple l'ambassadeur, c'est lui qui témoigne du travail devant la classe. Le scribe, c'est lui qui conserve par écrit la production de l'îlot. Le journaliste, c'est lui qui est chargé de trouver des ressources extérieures. Enfin, en tout cas, un espion. Un espion, lui, va aller chercher et sélectionner des idées dans d'autres groupes. Donc, on a tout un ensemble. Alors après, c'est à l'appréciation des enseignants, c'est différents rôles possibles. Mais en tout cas, voilà, c'est notre type de travail en groupe. Et puis, ce qui est intéressant, c'est la méthode du découpage, le dispositif Jigsaw. L'idée, c'est des groupes de départ. Donc, là, j'ai mis sur le schéma 4 groupes avec élèves A, B, C, D dans le groupe 1, ainsi de suite. Et on va avoir des groupes exploratoires. C'est-à-dire que les groupes, les élèves, tous les élèves A des 4 groupes vont aller dans leur groupe exploratoire pour travailler une ressource ou une tâche. Ils deviennent donc experts de la ressource. Ainsi de suite, la même chose avec les élèves B, C et D. Une fois qu'ils vont avoir été experts d'une ressource que les autres n'ont pas, on réunit à nouveau les groupes de départ et chacun expose le travail qu'il a vu. Donc il y a une idée d'échange et puis après on tente de répondre éventuellement collectivement aux tâches, aux exercices demandés. Alors moi, c'est un dispositif qui m'a intéressé parce que le travail que j'ai mis en place avec mes étudiants est une variante de la méthode découpage. Alors là, voilà 2 plans de travail que j'ai mis en place avec mes étudiants. Moi, je vais m'arrêter plutôt sur celui de droite, c'est-à-dire les plans de travail des M2 en gestion de classe. On voit bien les différentes étapes entre l'alternance de temps collectif, c'est-à-dire où je m'adresse à tout le groupe, et des temps personnels ou par petits groupes. Au départ, j'avais mis possibilité pour chaque étudiant de choisir soit de travailler seul, soit en groupe. Très rapidement, enfin d'ailleurs, ils se sont tous mis très rapidement en groupe. Voilà, des groupes de... Alors, après, ça a été à moi, justement, de poser les conditions sur des groupes de 4 maximum, parce que s'ils peuvent se mettre à 10, ils le font. Donc, l'intérêt aussi de poser, justement, des règles et des cadres. Alors, l'idée, donc, un certain nombre de compétences à valider sur les 12 heures d'enseignement.
Et donc, les compétences, c'est C1, C2, C3, ainsi de suite. Donc, ils ont chacun leur plan de travail. Et puis, les compétences renvoient à des ressources. Donc, je mets à disposition des pochettes à l'intérieur desquelles on va trouver des ressources, des textes institutionnels, des ressources scientifiques. Parfois, il y a des ressources numériques qui vont sur... voilà. Et donc, ils ont un certain nombre de questions qui renvoient à des ceintures. Donc, j'ai repris le fonctionnement de Fernand Houry, les ceintures d'évaluation, avec une graduation, en tout cas une hiérarchie dans les questions. Par exemple, si on prend la compétence 9, qui est maîtriser le concept de climat scolaire, donc les ressources, donc ils arrivent s'ils veulent, donc un groupe veut travailler cette compétence, si la ressource n'est pas prise, enfin la pochette n'est pas prise, hop, on travaille dessus. Ils prennent les ressources, il y a le guide des jeux dangereux, ils peuvent aller sur Internet, sur tout le réseau Canopé, l'éducation à la santé, enfin bon, un ensemble de ressources, et donc des questions. Forme de découpage, qu'est-ce qu'ils font? Hop, moi je vais prendre le guide des jeux dangereux et je l'étudie, j'en fais une synthèse. Donc je vais devenir l'expert de cette ressource, pendant qu'un autre va être sur le document du ministère de l'Éducation. Voilà. Et donc après on se réunit et collectivement, à partir de ce qu'on a pu noter, on se fait une synthèse générale et après on tente de répondre collectivement aux questions. D'accord? Question ceinture blanche, quels sont les 7 facteurs? La réponse est dans le texte. C'est-à-dire que là, il faut avoir lu les textes, synthétisé, clac. Une fois que c'est validé, ils m'appellent. Je suis avec un autre groupe, voilà, je lis, hop, c'est validé, ils peuvent coller leur petite gommette blanche dans le cercle, dans l'un des cercles, là. D'accord? OK, ainsi de suite avec ceinture jaune et ceinture orange. Et j'ai intégré par-dessus, au-dessus, au-delà de ce fonctionnement, une forme de tutorat aussi. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, pendant que je suis un groupe, j'ai des étudiants qui lèvent la main, eux, ils ont fini, ils attendent que je les valide. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que les groupes qui ont validé une compétence, ça leur donne la capacité de valider pour un autre groupe. Et ce qui est intéressant d'une séance à l'autre, c'est que ça leur permet de réinvestir les savoirs qu'ils ont eus, par exemple, en début. Merci, Eric. Voilà. Donc, voilà comment j'ai été amené à fonctionner avec mes étudiants en partant d'un dispositif et en le faisant évoluer en fonction de mes envies, des envies des étudiants. Voilà. Donc, voilà un peu rapidement quelques outils à disposition de l'enseignant sur le travail de groupe. S'il faut que je conclue maintenant? Ou j'arrête maintenant comme ça? 2-3 minutes. Ok. Bon, alors, pour conclure rapidement, ce qui était important de préciser aussi, c'est que, donc je l'ai bien précisé d'ailleurs, c'est que la coopération n'a pas toujours toute sa place dans la classe ou dans l'école. Il y a des temps qui nécessitent des phases d'explication, des phases de transmission de savoir, et il y a des moments où les élèves ont aussi besoin de faire un travail seul face à une activité que l'enseignant leur confie. Donc c'est pourquoi nous l'avons vu à travers les aménagements, l'aménagement de la classe en espace flexible peut permettre cette mise en jeu entre temps collectif, temps coopératif et temps individuel. Concernant les espaces, je pense qu'il est nécessaire que soit engagé un travail réflexif, de réflexion autour des variables architecturales. Alors ça, c'est la responsabilité des financeurs, des architectes, mais aussi du monde de l'éducation qui est trop souvent mis à l'écart dans des projets de construction. Mais en tout cas, c'est important que l'architecture soit au service du vivre ensemble et des interactions et de la coopération. On l'a vu, des pays ont déjà engagé ces réflexions au service d'un modèle plus coopératif. Donc à nous d'engager ce processus, bien sûr en tenant compte des spécificités de notre système éducatif et de notre culture. Alors, si la coopération n'a pas tout le temps toujours toute sa place dans la classe, en revanche, elle a quand même toute sa place durant la résolution de situations de problèmes, aussi sur des temps d'entraînement. Donc ça, c'est intéressant à prendre en compte. Et ce qui est très important, c'est que la coopération tend l'apprentissage de compétences liées à la discipline, ce qu'on va appeler des compétences académiques, mais elle permet aussi, c'est sa plus-value, le développement
de compétences sociales, de compétences émotionnelles, comportementales, en quelque sorte des compétences transversales importantes dans la vie quotidienne. Donc, en permettant de s'aider, en permettant de s'entraider ou de rentrer dans les systèmes tutoriels, la coopération, c'est la mise en situation de la citoyenneté qui se fait de manière ordinaire, hein, pour reprendre Sylvain Connac, dans le sens où les choses ne sont pas faites parce que c'est un exercice, mais parce qu'on est dans une situation de communication authentique entre élèves. Donc, voilà, je vais m'arrêter là-dessus et ça va nous permettre éventuellement d'échanger. Je ne sais pas quelle heure. En effet, je crois que j'ai un peu On a commencé en retard. Je vous remercie de votre attention en tout cas.